islamique et soit radicalisé. Tout à fait. Le terreau, il est favorable à deux égards. C'est-à-dire que le premier élément qui est important à souligner, c'est que les islamistes aujourd'hui utilisent et profitent du laxisme de l'état de droit, notamment sur la protection des mineurs, sur la justice des mineurs, pour pouvoir cibler des mineurs pour qu'ils puissent justement commettre les méfaits qu'ils veulent commettre, c'est-à-dire abattre la société occidentale et abattre notre modèle français et notamment faire de l'entrisme au niveau de notre école laïque. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les projets d'attentats qui ont été déjoués l'an passé, on s'aperçoit que c'est quasiment exclusivement des projets de mineurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de mineurs aujourd'hui qui prévoient de faire des attentats parce que les islamistes utilisent... C'est une stratégie de l'EI. Exactement, utilisent les réseaux sociaux et utilisent également le monde réel parce qu'on ne se radicalise pas non plus nécessairement seulement sur Internet. Il y a aussi des échos favorables dans un certain nombre de quartiers, notamment parce que vous avez effectivement la cellule familiale, mais également aussi le groupe des pères et les amis qui donnent justement des gages assez jeunes pour pouvoir mettre en œuvre ce type de projet. Et donc en fait, ensuite, on arrive au fait et à la conclusion que 20% des fichiers S aujourd'hui, pour radicalisation islamiste, sont mineurs. Et donc il faut sortir de l'angélisme vis-à-vis des mineurs radicalisés et donc mettre en place une véritable doctrine pour pouvoir les repérer, les appréhender, les interpeller et surtout les enfermer. Et ça, c'était une nouveauté, effectivement. Avant de vous entendre, Vincent Roy, je vous propose... Au niveau européen et même extra-européen, parce qu'en fait, quand on voit sur les grosses cylindrées, effectivement, en Pologne, mais on a aussi les mêmes sujets, les routes de la drogue qui partent du Maroc, qui remontent par l'Espagne et qui arrivent ensuite en France jusqu'en Île-de-France et jusqu'aux Pays-Bas notamment, qui sont les deux pays où il y a le plus de consommation de drogue par habitant. La réalité aujourd'hui que l'on voit actuellement sur l'organisation du trafic de drogue notamment, c'est qu'il y a une impuissance publique caractérisée au niveau européen, c'est-à-dire que les pays européens ne se sont pas saisis pleinement du sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de politique diplomatique volontariste à l'encontre des pays donc de départ des pays des foyers de production de la drogue. Je pense notamment aux pays d'Amérique latine, mais également aux pays du Maghreb, notamment le Maroc en premier lieu, et même les pays au Moyen-Orient avec l'Iran, etc., où le trafic d'opium. Et puis, dans un second temps, il y a un manque de coopération et il y a un manque aussi de responsabilité des pays européens au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, elle impose la répartition des migrants à un pays comme la Pologne ou un pays comme la Hongrie, alors qu'ils n'en veulent pas, ce qui est quelque chose qui est aberrant d'un point de vue démocratique pour les Polonais ou les Hongrois. Mais par contre, on est incapable de leur dire en ne régissant pas la criminalité urbaine dans vos pays, elle a des effets sur nous. Donc à un moment donné, il faut que l'Europe change de doctrine. Il faut qu'elle s'applique la doctrine de affecter les pays européens qui justement font nourrir le trafic et la criminalité en Europe. On les sanctionne lorsque c'est le cas. Mais par contre, sur la politique migratoire, il n'y a pas de raison d'imposer des migrants à des gens qui n'en veulent pas. Eh bien, est-ce qu'il faut d'ailleurs un ministère de sa police municipale. Cette ville gangrénée par la violence, le Chicago français, quelle responsabilité il a, selon vous, le maire de la commune ? Il a une responsabilité manifeste dans l'insécurité de sa ville. Parce que, là, il faut le rappeler, les maires ont, même si la sécurité est une compétence régalienne qui relève du ministère de l'Intérieur, en effet, les maires ont tous des pouvoirs de police. Il y a 83% des Français qui vivent aujourd'hui dans une ville où il y a une police municipale, donc qui doivent justement le maire doit prendre en compte les enjeux de sécurité. Le maire de la ville de Grenoble a refusé l'installation de vidéosurveillance, alors qu'on sait très bien que ça fait baisser l'insécurité, notamment dans les centres-villes et les régions et les territoires proches du centre-ville, alors même que c'est la région qui finance les dispositifs. Donc c'est-à-dire qu'on lui demande, on lui propose des solutions dont il n'a même pas besoin de payer, il n'a pas besoin de payer pour ces solutions-là, et pourtant il refuse. Pourquoi ? Parce que Éric Piolle est le symbole de maires qui ont une culture d'irresponsabilité d'un point de vue politique, qui sont des escrocs d'un point de vue sécuritaire, puisqu'ils ne veulent pas aujourd'hui résoudre les problèmes de sécurité, ils préfèrent d'autres sujets. Ça, c'est leur réalité. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que toutes les villes de gauche qui ont basculé à gauche, soit en 2014, soit en 2020, notamment lors des municipales, des dernières municipales, notamment avec les maires et les exécutifs écologistes, sont aujourd'hui en proie à une explosion massive de l'insécurité. Je pense notamment à Nantes, par exemple, qu'on qualifiait en 2008 comme étant la ville de tous les possibles et la ville la plus agréable de France. Aujourd'hui, c'est un véritable coupe-gorge. Vous allez, que ce soit dans les quartiers, les territoires perdus de la République, mais également dans les centres-villes ou même dans les quartiers pavillonnaires. Aujourd'hui, il y a une insécurité globale dans la ville de Nantes. On peut multiplier les exemples avec Strasbourg, Lyon, Marseille, etc.
les maires de gauche aujourd'hui ont une véritable responsabilité dans l'insécurité de leur ville et devront être sanctionnés aux élections municipales de 2026 si par cas les Français veulent plus de sécurité. Mais en tout cas, Anne Coffini, on peut le rappeler, le maire... Il n'est pas sûr que ça remarche. Je pense que c'est ce qu'il y a dans sa tête en tous les cas. Voilà. Oui, c'est un pari qui est risqué. C'est un pari qui est risqué. Oui, mais la politique, c'est le risque. Hein. Non, mais tout à fait. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qu'a fait le Rassemblement national notamment depuis 2015, où il y a eu vraiment lors des régionales de 2015, c'était véritablement l'avènement du Front républicain où il a été le plus important. Où par exemple, on a vu dans certaines régions Marine Le Pen arriver en tête en Hauts-de-France avec 40% des voix, Marion Maréchal-Le Pen à faire 42-44% je crois de mémoire dès le premier tour et pourtant ne pas avoir d'exécutif régional. Et c'était pareil pour Florent Philippot dans le Grand Est. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut être pour ou contre, mais les Français estiment qu'ils ne veulent pas donner les clés d'un exécutif au Rassemblement national. Alors ça s'explique pour plein de raisons. Ça s'explique parce que effectivement il y a peut-être un doute sur la crédibilité gouvernementale ou à la crédibilité sur les missions liées à un exécutif, qu'il soit local ou national, par rapport au Rassemblement national. Il y a peut-être également un doute sur une partie de la ligne politique, notamment sur les questions économiques. Force est de constater en tout cas que les Français pensent cela. Ensuite, je souscris à ce qu'a dit Jonathan, c'est-à-dire que le Front républicain, dans les prochains mois, si par cas Marine Le Pen qui a déjà appelé à une dissolution, parce qu'il faut même rappeler que le Rassemblement national a fait campagne aux européennes pour une dissolution en cas justement de défaite cinglante de la part de la majorité présidentielle, ce qui a eu lieu. Donc on ne peut pas aujourd'hui se plaindre des conséquences néfastes de la dissolution, alors même qu'on l'a appelé de nos voeux il y a moins de 6 mois. Et Anne Coffini, on voit aussi l'Allemagne qui durcit le ton avec des contrôles aux frontières. Bon, pour le moment, en France, pas de mesures très concrètes comme celle-ci. On devrait s'inspirer de nos voisins, là ? Ah oui, tout à fait. De toute façon, le bilan de notre politique migratoire aujourd'hui appelle les pouvoirs publics à devoir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, notamment moi je pense beaucoup aux pays anglo-saxons, que ce soit les États-Unis, mais également l'Australie notamment. C'est-à-dire que quand on regarde les modèles migratoires de ces pays-là, on s'aperçoit de deux choses, notamment sur si on prend juste la question illégale. C'est-à-dire que déjà le premier point, c'est que les pompes aspirantes de l'immigration sont réduites, puisque de fait les facteurs qui sont d'attractivité pour un migrant, pour que cette personne-là puisse migrer vers le pays, font qu'aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, ils ont, par exemple, c'est l'administration Biden qui a justement interdit toute naturalisation, toute régularisation à quelqu'un qui franchit la frontière américaine de manière illégale. C'est quelque chose aujourd'hui qui ne vient pas en France. C'est-à-dire qu'en France, un migrant clandestin arrive, s'installe et ensuite il a toutes les chances du monde et il peut le penser aujourd'hui qu'il va être régularisé, voire même dans les années qui suivront, naturalisé, puisqu'on n'a pas de séjour irrégulier aujourd'hui de clandestins. Ça, c'est le premier élément, c'est un élément de droit. Le deuxième point, c'est les conditions d'accueil, et notamment les conditions économiques d'accueil. C'est-à-dire que dès lors que vous réduisez la politique sociale à l'égard des migrants, on voit bien que ces pays-là réduisent l'immigration. Et puis le troisième point, c'est la protection des frontières. Et quand on voit aujourd'hui ce que fait l'Australie, un blocus naval, je pense, il serait important que les pays européens, notamment les pays d'Europe du Sud, puissent se mettre d'accord avec donc l'Italie, la Grèce, l'Espagne et la France pour mettre en place un blocus naval maritime pour éviter que les migrants arrivent. Puisque aujourd'hui, effectivement, les migrants arrivent moins en Italie, mais on voit bien que c'est l'Espagne aujourd'hui qui va trinquer, puis la Grèce. Et puis, avec aujourd'hui l'espace Schengen, dans tous les cas, les migrants retournent dans un pays européen. Mais nous constatons qu'il y a des mesures à prendre, des mesures très concrètes. Jonathan Sicsou, alors... Sur une femme droguée, c'est inimaginable. Bien sûr, on a passé un cran dans le degré de l'horreur et on est là en face de barbares. Et c'est bien le problème qu'on dénonce effectivement à longueur de temps sur ce type d'affaires. C'est-à-dire qu'on est face à une barbarisation de la société avec des gens qui font des choses qui sont de plus en plus horribles et de plus en plus indicibles. Ensuite, après, moi, ce qui me marque beaucoup dans la vidéo, et je trouve qu'il est important, c'est qu'il fait tout de suite le lien, et c'est là aussi la question de l'éducation, entre ce qu'il vient de voir et la police. Or, ce qui est... Exactement. Et je reviens sur ce qu'a dit effectivement Vincent, qui est intéressant, parce que quand on a des gens, notamment une partie des certaines prétendues féministes qui insultent la police à longueur de temps, il faut quand même rappeler que la police a fait énormément de travail sur elle-même, notamment en termes de formation, pour pouvoir recueillir la parole, recueillir la plainte. Je prends un exemple et un chiffre qui est marquant, c'est qu'en fait, quand on regarde l'enquête Nous Toutes, une association, un collectif féministe, qui disait en 2017, il y avait seulement 35% des femmes qui se sentaient bien écoutées, bien accueillies au commissariat. Aujourd'hui, on est à quasiment 65-70%. Donc ça il y a eu un réel effort, effectivement, dans les commissariats de police. Ce vigile, mais également les policiers qui vont ensuite après recueillir la plainte et faire leur travail ensuite d'investigation pour pouvoir rompre avec cette
culture d'impunité qui existe malheureusement dans notre pays. Peut-être pour conclure, effectivement, lâcheté depuis des décennies. Mais tout à fait, vous avez parlé tout à l'heure du pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, le pays des droits de l'homme est devenu malheureusement un pays qui se soumet, et qui se soumet notamment aux desiderata des derniers arrivés, parce qu'en fait, on a appliqué ce qu'on appelle dans l'éducation nationale, mais qui est globalement transverse à l'ensemble des politiques publiques, la doctrine du pas de conflit, pas de vague. Donc dès lors qu'il y a un problème qui est posé par effectivement une personne d'origine immigrée, donc là en l'occurrence un Afghan, on cherche à l'excuser, on cherche à atténuer les problèmes qu'il pose au pays. Alors qu'il y a effectivement un contrat moral qui est passé entre l'État qui accueille et effectivement la personne qui arrive qui doit épouser les cultures s'assimiler. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cette doctrine-là parce qu'il y a des gens, et effectivement ça fait lien avec le sujet, des personnes notamment des prétendus féministes qui nient cela et qui en fait choisissent leurs victimes. Et donc de fait, il y a les bonnes victimes d'un côté, celles qui sont les victimes du patriarcat occidental, le fameux mâle blanc, genre, cis, hétéro, normé, etc. Vous pouvez démultiplier les adjectifs. Et puis vous avez les mauvaises victimes. Vous en avez reçu un certain nombre sur vos plateaux. Et ces victimes-là, c'est parce que leurs bourreaux seraient discriminés. Et donc en fait, dans cette logique-là, dans ce logiciel politique-là, l'intersectionnalité des luttes, une personne discriminée ne peut pas provoquer une discrimination sur une autre personne. Or, la réalité du fait, et notamment de la délinquance sexuelle, non pas dans les familles, mais dans la rue, est majoritairement le fait d'étrangers. Pour clore cette émission, mais avant, pardonnez-moi, Mathieu. Non, mais d'un mot, effectivement, sur ce que vous venez de dire, quand vous regardez vous posiez la question qui a pris la décision, en règle générale, dans l'administration, c'est toujours de la même façon, c'est-à-dire que ce sont les financeurs, donc les différentes administrations qui financent le dispositif, qui se rejoignent dans le cadre d'une commission. Donc on peut vraisemblablement supposer que la commission aujourd'hui, elle est au niveau national et de référencement, et elle est composée de gens qui sont au ministère de l'Éducation nationale, puisque le ministère de l'Éducation nationale représente un quart du budget, et puis des gens qui sont au ministère de la Culture. Mais dans les deux cas, on le sait et on connaît l'idéologie de ces gens dans ce type d'administration, ils pratiquent ce qu'on appelle le deux poids, deux mesures. Ils sont capables de distinguer, de différencier le motif politique d'aller à la fête de l'humanité d'un motif culturel, ce qu'on peut comprendre tout à fait, mais ils seraient incapables de différencier le motif religieux du motif justement culturel que peut représenter effectivement le spectacle dont vous venez de parler. Ça s'appelle, je pense, ce qu'on pourrait appeler la haine de soi. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, quand ils ont un prisme, ils ont une lecture de la politique culturelle qui pratique la haine de soi, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas traiter l'histoire de France dans sa globalité et notamment le caractère effectivement lié les points de contact religieux qui sont naturels. Jeanne d'Arc, c'est un personnage religieux, certes, mais c'est un personnage qui est politique, évidemment. Pour clore cette émission, je vous propose d'écouter Philippe de Villiers, qui s'exprimait hier dans son émission face à de Villiers, et justement, il évoquait cette cérémonie de